Donc, je voulais vraiment te remercier, Emmanuel. Et comme elle est italienne, si continue la présentation en italiano stasera, donc vous allez tous apprendre l'italien. Non, je plaisante. Emmanuel est française, donc elle est mariée avec un Italien, mais elle est française, donc elle est bilingue, et donc on va pouvoir continuer en français. Et je vais pas vous faire, on va pas faire la conférence en italien. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, d'être présent parmi nous. Et nous allons, notre président va prendre la parole pour présenter le projet avec nos amis du projet HCL. Oui. Je vais surtout laisser le professeur Rachid présenter le projet, parce qu'il n'y a que vous qui, en tout cas par rapport à moi. C'est le micro qui te permet de communiquer avec Anne-Manuel. Ah. Technologie. Anne-Manuel. Voilà. Attends. Bonsoir Frédéric. On va te laisser la parole 2 petites secondes, Anne-Manuel. Hein. Pas de problème. Mais toi voilà, vous allez présenter ce beau projet. Encore une fois, merci. Et je remercie nos chers amis italiens de s'être connectés, parce qu'il n'y a pas effectivement qu'une application financière. On s'est vu il n'y a pas très longtemps à Lyon, on a eu l'honneur de manger ensemble. Je ne sais pas comment il faut se positionner là, alors comme ça c'est mieux, voilà, la caméra est là. Merci en tout cas du temps consacré à votre club et pour soutenir ce projet, parce que sans vous, pas de Global Grant. D'accord ? Donc, on va t'applaudir aussi très chaleureusement avec nos amis suisses qui sont dans la salle, parce que nos amis suisses sont dans la salle. Je vais laisser le micro au professeur Bachy, mais en revanche, pendant que je lui laisse le micro, tu peux vite fait te présenter et puis comme ça, on lance la conférence, d'accord ? Pour une vingtaine de minutes. Volontiers. Merci. Merci Frédéric. Et donc, je suis Anne-Manuelle Gaillet, je suis donc past présidente du club Milano San Babila. Je peux dire aussi idéatrice du jumelage, puisque je suis française, rotarienne au club Milano San Babila depuis 1997, voilà. Et en fait, j'ai souhaité mettre en place un jumelage avec un club d'une ville qui ait des liens naturels avec Milan. Et le choix est tombé sur Lyon. Le premier contact a été avec Bernard Mican. Et depuis, je pense que ça fait à peu près 25 ans, on a une longue histoire d'action et de Global Grant ensemble. Et ce que je peux dire, c'est que le premier Global Grant, à l'époque, ça s'appelait pas Global Grant, je sais plus, Mergent Grant ou quelque chose comme ça, a été fait en Europe entre des clubs pour faire des actions qui ne soient pas dans des pays tiers, mais qui soient dans les pays de l'un et de l'autre, donc en Europe notamment. Et on a été le premier équivalent Global Grant à être fait entre Lyon et Milan il y a à peu près une vingtaine d'années. Depuis, je pense qu'on en a fait presque peut-être 7 ou 8. Et vous avez de façon très généreuse, votre club, soutenu des Global Grants, des projets en Italie, des projets très importants à Milan. On a fait aussi des projets dans d'autres pays. On en a fait en Égypte ensemble. C'était le premier qu'on ait fait ensemble. Puis différents en Italie, 2 ou 3 en France, et notamment ce dernier sur lequel vraiment on a de tout cœur, avec beaucoup d'enthousiasme, participer, parce que pour nous, c'est le premier, je crois, Global Grant réellement multinational, pas seulement international et cross-border France-Italie, entre Milan et Lyon, mais également avec nos amis, vos amis, mais qui sont aussi les nôtres, suisses et allemands. Et donc, un Global Grant de 4 clubs ensemble, je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. Donc, bravo et merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de participer à ce magnifique projet, à cette magnifique action, puisque ce n'est même plus un projet, c'est une action. Donc, bravo et merci encore. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer un peu. Merci à nos collègues italiens d'être là parmi nous, et merci au Rotary d'avoir porté ce projet Global Grant. Je ne connaissais pas le concept, j'ai découvert un peu ce soir, mais je vois qu'il y a quand même une mise en œuvre qui est assez complexe et un travail très très conséquent de l'ensemble des équipes au niveau international pour ce projet. Donc,
Moi, je vais vous parler donc du projet Vinci, qui a donné naissance donc maintenant à la plateforme, comme on le disait, qui s'appelle Artemis, de production de thérapies innovantes sur l'hôpital Édouard Herriot, aux Hospices civils de Lyon. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce que sont les médicaments de thérapie cellulaire. Donc, il va y avoir un petit background, comme on dit, un peu scientifique, assez vulgarisé. S'il y a des questions après plus techniques, je serai ravi d'y répondre. Et puis, je vous expliquerai après, une fois qu'on aura eu un peu ce background scientifique, qu'est-ce que c'est que la production et pourquoi il faut soutenir ces projets actuellement en médecine. La diapositive suivante. Alors, il semblait important de mettre mes liens d'intérêt, hein, comme à chaque fois que je fais une présentation, et j'en ai pas mal, puisqu'on a besoin de l'industrie pharmaceutique quand même pour avancer dans l'ensemble de nos projets. Voilà, on va passer. Donc, je vais vous rappeler un peu ce que c'est que l'immunité antitumorale. Beaucoup d'entre vous le savent probablement, mais chacun, vous, moi, tous les jours, on a des cellules qui ont un potentiel cancéreux et qui apparaît dans notre corps. On en a plusieurs milliers chaque jour. Et fort heureusement, elles sont éradiquées instantanément, quasiment, par notre système immunitaire. On a souvent l'idée que le système immunitaire, il sert à se défendre contre les virus, contre les microbes, tout ça. Non, le système immunitaire sert aussi à se défendre contre des cancers qui vont être amenés à naître dans notre organisme. Et cela tous les jours. Donc ce concept d'immunité antitumorale, il existe. Malheureusement, dans certains cas, le système immunitaire, il est débordé. C'est-à-dire que la cellule tumorale va développer de façon adaptative, avec un mécanisme un peu darwinien, des adaptations pour échapper au système immunitaire. Et le système immunitaire, donc essentiellement des lymphocytes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ces lymphocytes vont finir par passer à côté des cellules tumorales sans les voir et ne plus être capable de les détruire. Et c'est là qu'on va avoir un cancer qui va apparaître et qui va grossir et qui va être repérable sur un scanner à l'œil nu ou autre. Diapositive suivante. Donc c'est important de comprendre que cette immunité antitumorale, elle existe. Parce que pendant longtemps, on a pensé que la seule arme dont on disposait, c'était la chimiothérapie, c'était les produits toxiques pour détruire les cellules cancéreuses. Ça fait très longtemps qu'on essaye de réveiller cette immunité antitumorale, mais je dirais que c'est des décennies d'échecs, malheureusement, dans ce domaine-là, jusqu'à une première révolution, dont certains ont peut-être entendu parler, qui s'appelle les checkpoint inhibitors en anglais, les anti-PD1, des anticorps, pour faire simple, qui permettent de réveiller, vous voyez cet anticorps qui se fixe sur un lymphocyte, il permet de réveiller ce lymphocyte qui était endormi par les cellules cancéreuses. Et au lieu de passer à côté de la cellule cancéreuse sans la voir, quand cet anticorps va venir bloquer ce récepteur, et ben, à nouveau, le lymphocyte va être capable de reconnaître la cellule cancéreuse ici et de la détruire. Donc ça, c'est vraiment une révolution qui a eu lieu après une quinzaine d'années. Et ces anticorps sont maintenant, je dirais, monnaie courante dans énormément de cancers, cancer du poumon, cancer de la vessie, cancer du rein, cancer du foie et en ce qui me concerne dans ma spécialité, certains lymphomes, notamment les lymphomes de Hodgkin. Donc ça, c'est une première révolution qui maintenant est très très bien implantée. Il y a encore des développements dans ce domaine-là, mais ce n'est pas celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Diapositive suivante. La deuxième révolution dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle les médicaments de thérapie innovante. Alors, il y a plusieurs groupes de thérapies innovantes. Ceux qui sont déjà présents depuis aussi un certain temps, qu'on appelle les thérapies géniques. Je pense que vous avez tous entendu parler dans les années 2000 des bébés bulles, qui étaient donc ces enfants qui avaient des déficits immunitaires extrêmement graves, qui fait qu'ils ne pouvaient vivre que sous une bulle complètement stérile dans le service du professeur Fischer à Necker. Et donc, c'est là qu'on a commencé à avoir des développements donc, pour réparer, en gros, l'ADN et pouvoir restaurer un système immunitaire. Donc ça, c'est les thérapies géniques. Il y a énormément de développement dans ce domaine. Il y a aussi l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, un exemple, par exemple, c'est les grands brûlés. Les grands brûlés, c'est le fait de prendre sur un autre endroit du corps de la peau, d'expandre ces feuillets épithéliaux et de les remettre à l'endroit où il y a eu la brûlure pour faire reprendre la greffe au niveau du tissu. Il y a aussi des thérapies cellulaires. Les thérapies cellulaires, notamment dans mon domaine, l'hématologie, c'est tout ce qui est greffe de moelle, par exemple, greffe allogénique, ou pour guérir une leucémie aiguë, par exemple, on va demander à un frère, une sœur ou un donneur qui est compatible de donner ces cellules, et ces cellules vont permettre de détruire la leucémie aiguë. Et puis ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les MTI combinés, c'est-à-dire un mélange de ces différents médicaments de thérapie innovante
Et en l'occurrence, les CAR-T-cells dont je vais reparler, qui est un mélange de thérapie cellulaire, donc de cellules, et qui ont en plus été transformées. Donc un mélange de thérapie génique et de thérapie cellulaire pour donner une thérapie combinée. Diapositive suivante. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, les CAR-T-cells, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, hein, beaucoup d'articles, que ce soit dans Monde, Le Figaro, un peu partout, à la télévision. Alors, qu'est-ce qui se regroupe sous ce terme de CAR-T-cell? Que veut dire CAR déjà? C-A-R. En anglais, c'est Chimeric Antigen Receptor, donc récepteur antigénique chimérique. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, on avait le lymphocyte et puis on le réveille avec un anticorps. Là, c'est différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce lymphocyte, on va modifier son génome et on va lui faire exprimer à sa surface quelque chose qu'il n'avait pas du tout. Un peu l'image que j'utilise souvent, c'est une épée. C'est-à-dire qu'on va lui faire exprimer à sa surface une épée. Et maintenant, quand il va passer à côté de la cellule cancéreuse, il a l'épée pour la reconnaître. Donc, c'est un mécanisme qui est différent de le réveiller. C'est l'équiper d'un récepteur différent qui va permettre de s'accrocher en fait à la cellule cancéreuse. Diapositive suivante. Donc, le process qui est maintenant en routine, hein, ces patients ils sont traités par ces thérapies cellulaires de façon quotidienne. C'est donc le traitement soit d'adultes, soit d'enfants, hein, d'ailleurs, notamment les enfants pour les leucémies aiguës. On va faire ce qu'on appelle une leucaphérèse, c'est-à-dire que le patient va être installé et va être branché au niveau, plus souvent du bras, sur une machine qu'on appelle une machine de leucaphérèse qui va faire passer l'ensemble des globules et qui va garder ceux qui sont d'intérêt, les lymphocytes en l'occurrence. Ces lymphocytes, on va alors soit les congeler, soit les envoyer directement à l'état frais. Et comme le disait Sophie tout à l'heure, envoyer, mais pas en France, hein, envoyer aux États-Unis essentiellement pendant longtemps, et puis avec de nouvelles usines qui ont été installées essentiellement aux Pays-Bas et en Allemagne. Pas de production en France à l'heure actuelle. Et puis une production qui est centralisée, hein, c'est-à-dire on a beaucoup de produits qui partent aux États-Unis, donc ça veut dire voilà, des envois en avion qui vont même souvent en Californie, puisque les usines sont beaucoup basées en Californie. Donc vous imaginez Lyon, la Californie, et puis vous allez voir que le nombre de patients traités est conséquent, hein, donc ça fait beaucoup de volume de transport. Donc ces cellules, quand elles arrivent dans l'entreprise où elles sont fabriquées, donc on va leur intégrer donc, dans leur génome ce vecteur qui va coder pour l'épée qui va être à la surface. On va ensuite les amplifier. La petite épée, elle est en rouge là en bas sur le dessin. On va ensuite les amplifier par des techniques un peu particulières. Et on va ensuite recongeler le produit s'il a été congelé une première fois ou le congeler une première fois s'il était à l'état frais. Et puis on va le renvoyer par avion. Donc là, il va arriver chez nous sous forme congelée. Quand il arrive, on va pendant 3 jours faire une petite chimiothérapie qui n'est pas très intensive, mais c'est une chimiothérapie pour faire de la place. Ces cellules, quand on va les réinjecter, elles ont besoin de place, notamment dans la moelle osseuse, pour pouvoir se proliférer. Donc on fait une petite chimiothérapie qui dure 3 jours, on laisse 2 jours de répit aux patients, et puis on réinjecte ensuite ces cellules qui ont été décongelées, et puis on va leur laisser faire leur travail. On les réinjecte au niveau du sang, hein, c'est au niveau du bras, le plus souvent par une perfusion, comme une transfusion sanguine. Et là, elles vont progressivement, au cours d'1 mois à peu près, détruire les cellules cancéreuses chez le patient. Diapositive suivante. Donc ça, c'est un des premiers patients qui a été traité à Lyon-Sud. Alors, on a de la chance d'avoir un très gros service d'hématologie à Lyon-Sud. On a quasiment le plus gros service avec Saint-Louis en France et parmi les 5 plus importants services d'hématologie en Europe. Et donc, on a eu le premier patient traité pour un lymphome, donc un cancer des ganglions, à Lyon, en France, en 2017. Donc, j'ai pas pris les images du premier patient, parce que c'était un deuxième ou troisième, c'était un peu plus évocateur. Mais vous voyez, ce qui est en rouge, c'est le cancer. Donc là, c'est au niveau du foie, on est sur une coupe au niveau de l'abdomen, et ce qu'on voit un peu en bleu derrière, c'est le foie. Et donc, il y a une énorme masse qui fait 15 cm là à peu près, au niveau du foie en rouge, et puis il y a un ganglion qui est associé aussi, c'est l'autre point rouge qui est là. Donc c'est une injection, hein. Le traitement par CAR-T-cell, c'est pas le patient, il ne va pas venir toutes les semaines avoir des cellules qui sont réinjectées, hein. Il vient et il a une injection. Et après, ça fait le travail. Et 3 mois après, vous voyez ici, il n'y a plus rien, plus de rouge. Ça, c'était des images qu'on n'avait jamais vues avant. En 2017, c'était la première fois. C'était un patient qui était en soins palliatifs, hein, soyons très clairs, hein, il n'y avait plus aucune option thérapeutique. Donc, ça, de l'avoir vécu de son vivant, c'est quelque chose en tant que médecin qui est assez incroyable, hein. Clairement, c'est souvent le terme de révolution thérapeutique, il est très galvaudé en médecine. Là, pour le coup, je pense que c'est une des premières fois où c'était vraiment le cas. Donc, diapositive suivante.
Donc, vous voyez, bon, c'est tout anonymisé, hein, mais c'est les différents volumes de patients traités en France. Donc, le nombre de patients qui ont été réinjectés par ces cellules CAR-T-cell suivant le type de maladie. Bon, il y a les lymphomes, il y a les leucémies et puis il y a les myélomes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les hospices civils de Lyon, hein, sont dans les tout premiers, voire le premier pour le nombre de patients traités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de patients traités? La guérison avant, chez les patients qui étaient en rechute d'un lymphome, je parle de la maladie que je connais le mieux, qui est celle qui est en jaune, qui est la plus fréquemment traitée par ce type de thérapeutique. En rechute, hein, c'était 15% de guérison. Il faut bien comprendre que derrière 15% de guérison, il y a 85% d'échecs. On est passé avec cette thérapeutique, alors non pas à 100%, mais on est passé à 55% de guérison avec ce type de traitement. Quand on fait le calcul sur 450 à 500 patients réinjectés, puisqu'il est le cas actuellement depuis 2017, ça fait à peu près 150 patients qui étaient condamnés, qui ont été guéris aux Hospices civils de Lyon, dans le service que je dirige, en 4 ou 5 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, d'avoir un tel saut dans les gains en termes de survie dans le cancer. Diapositive suivante. Alors, il n'y a pas que le cancer. Moi, je parle du cancer parce que c'est vraiment la spécialité que je connais le mieux. Mais il y a énormément de développement actuellement avec ces thérapies cellulaires pour traiter d'autres maladies. Notamment, ce qu'on voit, c'est que ces cellules, elles sont capables aussi de détruire des cellules qu'on appelle autoréactives, c'est-à-dire qu'ils vont détruire, le patient va détruire lui-même ses propres cellules. C'est la base de l'auto-immunité. Ça peut être des maladies bénignes, bénignes, embêtantes, mais qui sont pas, je dirais, qui mettent pas en jeu le pronostic vital du patient, comme des thyroïdites, comme des maladies de peau, des choses comme ça. Et puis, il y en a quand même qui sont nettement plus invalidantes, voire qui peuvent être très graves, comme le lupus ou la sclérose en plaques. Et là, il y a des essais en cours, donc on est au tout début. Autant dans le cancer, vraiment, on est vraiment déjà très avancé, autant dans les maladies auto-immunes, on est au tout début, mais avec des résultats qui sont extrêmement spectaculaires actuellement. Donc, il y a beaucoup d'essais qui sont en train de se développer pour ce type de traitement dans les maladies auto-immunes. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est les tumeurs solides. On ne sait pas exactement pourquoi, ça marche très très bien dans les maladies hématologiques, hein, qui sont là-haut, donc les lymphomes, les myélomes et puis les leucémies. Et les tumeurs solides, ça commence à arriver, mais c'est beaucoup plus fastidieux, je dirais. Probablement parce qu'il y a une coque autour de la tumeur et qui fait que les cellules qu'on réinjecte, elles viennent buter contre cette coque, elles ont du mal à rentrer à l'intérieur pour venir détruire le cancer. Mais il y a énormément de progrès qui sont faits, de combiner ça avec des rayons pour essayer de casser cette coque et de faire pénétrer ces cellules à l'intérieur. Et il commence à y avoir des succès qui sont rapportés dans le mésothéliome, par exemple, qui est le cancer de la plèvre, ou le glioblastome, qui est un cancer cérébral. Donc, cette révolution, elle existe en hématologie. Nous, c'est notre quotidien. On a un tiers de nos patients à peu près qui sont traités par cette thérapeutique dans le service actuellement, par exemple, au jour d'aujourd'hui. Mais ça pourrait devenir quelque chose de vraiment un log au-dessus si jamais les tumeurs solides, qui sont quand même beaucoup plus fréquentes, hein, cancer du sein, cancer prostate, cancer du poumon, venaient à être guéries par ce type de traitement. Donc il y a un point d'interrogation encore à l'heure actuelle, mais vu les progrès actuels de la science, je pense qu'il y a peu de doutes pour que un jour, on arrive à traiter aussi les tumeurs solides avec ce type de traitement. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est à quel horizon. Est-ce que c'est dans 3, 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est ça le point d'interrogation pour les tumeurs solides. Diapositive suivante. Alors, il n'y a pas que les enjeux médicaux. Comme souvent en médecine, il y a aussi les enjeux médico-économiques. Hein, ces CAR-T, ils ont un coût. Le prix, comme on dit, facial, c'est-à-dire avant négociation entre les autorités de santé et puis l'industrie pharmaceutique, il est à peu près de 300 à 350 000 euros pour une injection, pour un patient. Donc, on estime actuellement qu'il y a à peu près 2 à 3 milliards d'euros qui ont été injectés pour le traitement des patients atteints de cancer hématologique pour ce traitement par CAR-T-cell. Il y a à peu près un discount d'à peu près 30% en cancérologie. On ne sait jamais le prix négocié, hein, in fine, mais donc ça reste quand même un 200 à 250 000 euros par injection et par patient traité. Donc c'est des sommes qui sont assez faramineuses. Et quand on arrive à, là on est à 5000 patients traités en France, ça fait des sommes qui sont conséquentes. Et c'est des sommes qui sont conséquentes, d'autant plus qu'on ne les fabrique pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils injectent aussi beaucoup de patients traités par CAR-T-cell, mais c'est des CAR-T-cell qui sont produits par de l'industrie pharmaceutique qui est américaine. Je dirais, ils prennent d'une poche
mais ça rentre quand même dans une autre. Donc il y a un mécanisme un peu vertueux, c'est-à-dire de dépenses publiques ou privées par les systèmes de mutuelles, mais qui réinjectent dans de la croissance, je dirais, économique. Ce qui n'est pas le cas en France, on ne fait qu'acheter des carticelles à des firmes étrangères, clairement. Donc ce n'est que de la dépense en France. Diapositive suivante. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux à développer des alternatives à ce type de modèle. Pour diminuer les coûts, augmenter la rapidité, éviter d'envoyer nos cellules à l'autre bout du monde pour des patients qui sont traités à Lyon. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont recherchées à l'heure actuelle, c'est notamment les quartiers allogéniques. Allogénique, ça veut dire qu'au lieu que ce soit le propre patient, qu'on lui prenne ses cellules, qu'on les congèle, qu'on les envoie à l'autre bout du monde, qu'on les transforme, qu'on les ramène, c'est de prendre un donneur et puis de transformer les cellules d'un donneur et de les réinjecter ensuite au patient. Ça veut dire qu'on aurait déjà en stock à Lyon, dans des cuves, les cellules qui sont déjà prêtes. Et surtout, avec un seul donneur, on peut traiter 100 patients avec un seul donneur. Ça, on le sait. Donc, c'est vrai que c'est, en termes d'échelle de production, quelque chose qui est très, très différent, qui permettrait de dégager une marge sur les coûts qui est assez importante, mais qui pose beaucoup d'autres problèmes, parce que c'est jamais pareil de traiter un patient avec les cellules de quelqu'un d'autre qu'avec les siennes. Ça a toujours beaucoup plus de complications. Donc, il y a beaucoup de challenges technologiques à l'heure actuelle pour ces quartiers allogéniques. Il y a l'innovation thérapeutique, essayer de développer des carticelles produits beaucoup plus vite, par exemple, ou par des systèmes qui sont moins chers avec d'autres types de vecteurs. Il y a trouver de l'innovation sur place en France, c'est-à-dire qu'on ait une production sur des startups ou d'autres qui, du coup, feraient qu'on achèterait nos propres quartiers français. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, l'autre, c'est la fabrication, comme on dit, point of care. Donc, point of care, ça veut dire qu'au lieu d'envoyer aux États-Unis, on est capable de prélever le patient, de transporter les cellules soit à l'autre bout du couloir, soit en l'occurrence ici à Lyon, de Lyon Sud à Édouard Herriot, pour les fabriquer et puis les ramener directement. Ça permet de ne pas les congeler, notamment. On pense que les quartiers, quand ils ne sont pas congelés, ils marchent beaucoup mieux. Ça permet de faire des gains d'échelle très importants sur la marge opérationnelle qui est prise par l'industrie pharmaceutique. Et pour vous donner un ordre d'idée, on estime que le coût d'un carticelle académique, c'est-à-dire produit localement, actuellement, c'est de l'ordre de 70 000 € au lieu de 250 à 300 000 €. Voilà. Ça reste quand même une somme importante, mais c'est quand même divisé par 3 le coût d'un carticelle. Et puis, ça permet surtout que ce soit de l'argent qui soit réinjecté localement dans l'hôpital. Diapositive suivante. Donc, c'est dans cet objectif qu'a été développé le projet Vinci et la plateforme de thérapie cellulaire des Hospices civils de Lyon. Alors, on ne partait pas de scratch, comme on dit, de zéro. On a une plateforme locale de fabrication qui était déjà existante, mais qui ne faisait pas de thérapie cellulaire. Qui faisait essentiellement, Lyon est très connu pour son pavillon des Grands Brûlés, donc on avait une très grosse expertise dans l'amplification de feuillets épithéliaux pour les Grands Brûlés. Donc toute la structure qui est en place, et notamment les conditions d'asepsie, par exemple, qui sont très, très drastiques pour ce type de traitement. Il y avait aussi une valence et des compétences locales pour les cornées, les greffes de cornée notamment. Donc beaucoup de travaux qui sont faits depuis 10 à 20 ans à Lyon. Et donc l'infrastructure, les salles blanches, l'asepsie, les compétences qui étaient déjà en place localement. Notamment, je vais vraiment souligner ici, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est moi qui parle, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées dans ce projet, même plus que moi, je dirais. C'est notamment le docteur Céline Aux-Enfants qui dirige cette plateforme de thérapie et de MTI sur l'hôpital Édouard Herriot. Et puis le professeur Sébastien Viel qui lui, est impliqué dans cette nouvelle aventure de fabrication de cellules, de thérapie cellulaire. Donc, je dirais le point vraiment de bascule, c'est fin 2024, lorsque, grâce à la Fondation HCL, a été acheté cet outil qui permet de produire des carticelles au niveau local, qui s'appelle un Prodigy. Voilà. On ne va pas rentrer forcément dans le détail. C'est ce petit appareil que vous voyez au milieu là sur la photo. Alors, le prix de l'appareil, finalement, quand on voit le coût de production d'un carticelle, il n'est pas si astronomique que ça. Il est de l'ordre de 250 000 à 300 000 €. Alors on voit que quand on achète un carticelle en lui-même, le coût il est unitaire quasiment du prix de la machine. C'est là qu'on voit conceptuellement, c'est complexe. Comment est chiffré le coût des médicaments. Voilà. Bon, après, il y a quand même ce vecteur dont je vous parlais pour coder, pour l'éper à la surface, et ça coûte très cher.
C'est des vecteurs qui sont vraiment designés de façon spécifique et rien que le vecteur coûte entre 10 et 30 000 euros. Donc la machine, elle est sur place, les conditions d'asepsie, elles sont là, la salle blanche, elle existe. Les RENA blancs, ils sont en cours. Les RENA blancs, ça veut dire de prouver à l'ANSM, donc les autorités de santé, qu'on est capable de fabriquer des cellules et qu'on ne va pas mettre en danger la vie du patient quand on va lui réinjecter. Donc on en est à ce stade-là. La mise en conformité, elle est terminée et l'inauguration par l'ensemble des acteurs lyonnais, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, mais elle a eu lieu le 7 février 2025 de cette année. Donc on est dans les starting blocks pour pouvoir produire ces cellules et on espère que d'ici 2026-27, on soit capable de fabriquer les premiers soit CAR-T-cells, soit autres types de thérapie cellulaire sur cette machine à Édouard Herriot au sein des Hospices civils de Lyon. Diapositive suivante. Alors là, c'est pour vous présenter un peu les différents acteurs. Donc voilà, moi je représente qu'une partie qui est vraiment l'hématologie avec le traitement des cancers et parmi les cancers, ces types de cancers bien particuliers que sont les leucémies et les lymphomes. Mais il y a plein d'autres acteurs qui sont impliqués. Il y a par exemple le professeur Alexandre Bello qui lui travaille en pédiatrie. Il y a un très beau projet sur traiter les lupus de l'enfant avec ce type de thérapeutique. C'est exactement les mêmes produits. Donc là, on n'est pas dans le cancer. Et là, c'est pareil, je dirais le nombre de patients potentiellement traités, il est très faible. Des lupus gravissimes chez l'enfant, il y en a quelques dizaines peut-être en France. Donc l'industrie pharmaceutique n'ira pas vers ce type d'indication parce que économiquement, ce n'est pas viable. Donc c'est là que les acteurs académiques comme nous, financés par des levées de fonds, par vos contributions et ce type d'apport, c'est là que ça va changer la donne sur des indications sur lesquelles les industriels, clairement, n'iront pas apporter leur pierre à l'édifice. On a des développements en immunoallergologie, on a des développements en transplantation, on a en infectiologie pour essayer de développer des nouveaux traitements contre la tuberculose multirésistante, par exemple. Et puis en cancérologie, donc on parle des Hospices civils de Lyon, mais il faut voir qu'on est intégré dans un écosystème national, voire international, et que par exemple pour l'instant on a des projets pour essayer de développer nos propres CAR-T-cells à horizon 2-3 ans, mais qu'on est déjà impliqué pour d'autres projets, par exemple avec l'équipe de Besançon, de l'EFS, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu beaucoup de développement médiatique récemment, puisqu'ils ont produit leur propre CAR-T-cell dans la leucémie aiguë. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'on soit associé. Donc, ce n'est pas seulement produire pour soi localement, c'est aussi être capable de produire ce que les autres ont trouvé dans d'autres villes, avec d'autres projets, et que chacun puisse vraiment fertiliser ce que chacun a trouvé dans ses propres laboratoires pour le produire localement. Voilà, donc là, il y a tous les acteurs qui sont impliqués. Diapositive suivante. Je crois qu'après, j'ai mis trois projets. Voilà, donc je vous ai déjà parlé du lupus sévère de l'enfant. Donc là, il y a des demandes de levée de fonds qu'on appelle des PHRC auprès de la DGOS, donc des acteurs nationaux sur le ministère de la Santé. Il y a des demandes de financement pour les infections à cytomégalovirus chez les patients transplantés, qui est porté par le professeur Tona avec une collaboration avec Bordeaux. Et puis moi, il y a le projet que je porte sur les lymphomes T. Voilà, parce que tous les CAR-T-cells dont on a parlé, là, c'est les 500 patients traités à Lyon, c'est les lymphomes B. C'est des lymphomes très fréquents. Et puis, il y a les lymphomes T qui ne représentent que 10%. Et là, une fois de plus, comme le lupus pour l'enfant, les industriels ils n'iront pas sur cette indication parce que c'est trop rare. Donc, tout l'investissement financier qui va être mis pour ce type de maladie rare, il ne sera pas porté par l'industrie pharmaceutique, il sera porté par les académiques. Et on vient de lever donc là, 1 million à peu près par la Ligue contre le cancer au niveau national pour développer ce projet spécifique de essayer de traiter ces patients qui sont atteints d'un lymphome T et dont le pronostic est vraiment redoutable, encore plus mauvais que les patients porteurs d'un lymphome B. Diapositive suivante. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation. Donc vraiment, comme je disais, je pense que c'est souvent galvaudé, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On est vraiment dans une nouvelle révolution de l'immunothérapie du cancer. J'ai essayé de vous montrer comment c'est vraiment pas l'objectif de produire des CAR-T-cells qui viendraient concurrencer les CAR-T-cells qui sont produits par l'industrie pharmaceutique. En France, c'est 5000 patients traités par CAR-T-cell pour le lymphome. Jamais à Lyon, on sera capable de fabriquer 500 ou 1000 poches pour traiter les patients à Lyon. Le but, c'est vraiment d'être à côté de ces indications où il y a des très grands nombres de patients traités avec des maladies pour lesquelles il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de financement et il n'y a pas de solution à l'heure actuelle. Donc, on a la chance d'être vraiment
très reconnu sur le domaine des thérapies cellulaires au niveau international. Et c'est pour cette raison que les Hospices Civils de Lyon se sont très rapidement positionnés pour la production au niveau local. Et comme je vous le disais, pour conclure, hein, je pense que c'est exactement la même philosophie que pour vous avec ce Global Grant. Le but, c'est d'être collectif, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas tout seul. Hein. Donc, c'est de produire des carticelles à l'aide des autres en France et au niveau international pour, in fine, produire un carticelle localement ici à Édouard Herriot. Voilà. Merci. Merci de cette présentation. Ça a éclairé, oui, ça a éclairé, j'espère en tout cas tout le monde, parce que ce projet-là-ci est un projet. Tu m'entends? Qui est un projet qu'on trouve puissant, et puis c'est à Lyon et ça nous touche aussi. Alors bien évidemment, Sophie, vous l'avez dit, hein, bien évidemment, les patients n'ont pas de frontières et on est très content en tout cas que vous ayez cette démarche. Alors on voit qu'il y a des tas de projets qui sont encore en cours et ben voilà, ça fera partie peut-être d'un prochain Global Grant. Alors on a un président qui va s'occuper de l'année 2025-2026. Bon, va falloir qu'on fasse en sorte que notre équipe d'experts puisse souffler un peu, mais voilà, en tout cas, bravo à vous et merci à tous. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de... Alors, on va faire passer les micros, ce sera plus simple. Michel, je te laisserai passer ensuite à Pierre derrière toi. En réalité, j'en ai deux. Alors, d'abord, je suis frappé par la taille de cet équipement. Je ne connais rien du tout, vraiment, mais qui est vraiment, semble-t-il, très petit. Voilà. Et puis, je vois que ça a été fait en complément avec d'autres équipes internationales, notamment à Barcelone. Pourquoi pas plus d'équipes? Alors, sur la première question, c'est petit. Oui, c'est petit. Une cellule, c'est 10 microns, donc finalement, c'est très gros pour une cellule. Non, il n'y a pas besoin d'un gros volume, hein, c'est des poches. Ça fait quand même cette taille-là à peu près. Pour la biologie, il n'y a pas besoin de très gros équipements. Hein. Les industriels, alors certains, ils ont différents systèmes, mais il y en a qui ont par exemple cette machine, 50, 100, 200 machines alignées côte à côte. L'avantage de cette machine, c'est que c'est un système fermé en fait. C'est-à-dire qu'on met les cellules du patient au début et on les récupère une dizaine de jours après et à aucun moment on va intervenir, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la poche ou rajouter quelque chose qui vraiment permet de minimiser le risque de contamination et notamment d'infection. Parce que c'est le risque. Hein. Si vous mettez un environnement qui est très favorable pour la croissance cellulaire, vous avez aussi un environnement qui est très favorable pour la croissance des bactéries. Hein. Donc c'est vraiment ce système qui est fermé, qui communique avec des poches, mais il n'y a pas besoin d'être très gros. Mais voilà, on ne peut faire qu'une seule production à la suite de l'autre. On ne peut pas faire 2 poches de production. Donc vous voyez, c'est à peu près 7 jours, 7-10 jours. Donc nous, on traite déjà 100 patients par an. Donc avec une machine, on ne pourrait même pas traiter nos patients lymphome B à Lyon. Voilà. Donc c'est petit, mais si on voulait vraiment faire du volume, il en faudrait plusieurs. Le Global Grant de l'année prochaine. Et pour l'autre question, pourquoi pas plus d'équipes? Il y a déjà beaucoup d'équipes. Hein. Je n'ai pas mis l'ensemble. On a des collègues allemands. On a, comme toujours, à la fois on collabore et à la fois on est un peu en compétition avec les académiques, avec l'industrie. C'est un maillage qui est compliqué. Hein. Après, on travaille beaucoup avec l'équipe de Barcelone, notamment qui est tout à fait disposée à nous vendre à des prix raisonnables leurs vecteurs, par exemple. On travaille beaucoup aussi avec l'industrie pharmaceutique, parce que certaines ne font pas le produit fini, mais vont faire certaines étapes, juste le vecteur. Donc, ce maillage de collaboration, vous n'avez pas vu tout ce qui existe, mais il y a énormément de gens qui sont impliqués dans ce type de projet. C'est une petite présentation de ce maillage. Pareil, une question pour Anne complet. Vous avez dit que c'est exceptionnel, vous êtes passé de 15% à 55% de taux de guérison. Qu'est-ce qui fait que les 45 ne guérissent pas? Ça, c'est la question qu'on se pose tous les jours. Donc, ce n'est pas une question de profane, hein, c'est une question de spécialiste. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Il y a ceux pour qui ça ne marche pas d'emblée, et il y a ceux pour qui ça marche et qui rechutent après. Alors, on commence à comprendre un certain facteur. C'est-à-dire que c'est un peu comme les cancers solides. Par exemple, quand la tumeur est très grosse,
ça marche moins bien. Pourtant, je vous ai montré l'exemple, là, on fait rarement plus gros, et ça a très bien marché. Donc c'est pour ça qu'on le fait quand même quand la tumeur est très grosse, parce qu'il y a des patients chez qui ça marche. Mais pourquoi avec une tumeur très grosse, il y en a certains chez qui ça va marcher, et d'autres chez qui ça ne va pas marcher, on ne sait pas exactement. Les patients qui ont beaucoup d'inflammation, par exemple, actuellement, ça, on voit ça, ça ne marche pas bien. Quand il y a beaucoup d'inflammation, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ça marche moins bien quand il y a beaucoup d'inflammation, on ne sait pas. Certains perdent la cible de l'épée. Le mécanisme darwinien d'échappement des cancers, la plupart des cancers trouvent souvent un moyen d'échapper à ce qu'on leur assène pour essayer de les détruire. Et une des façons les plus simples, c'est de perdre cette cible qui est la cible de cette épée pour les reconnaître. Donc maintenant, par exemple, il y a beaucoup de nouveaux CAR-T-cells qui ont 2 épées différentes, qui vont cibler 2 cibles différentes. Comme ça, s'il y en a une qui perd l'une, eh ben, il va être ciblé par l'autre épée. Mais c'est pas une question de profane, c'est une question d'hyper spécialiste qu'on se pose tous les jours pour essayer à la fois de comprendre pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche chez tout le monde. Parce que c'est 45%, bien évidemment qu'il y a toute l'industrie pharmaceutique, tous les académiques qui non seulement cherchent à trouver des CAR-T pour les cancers où ça marche pas, et puis cherchent à développer des nouveaux CAR-T pour gagner ces 45% et arriver à 100%, bien sûr. Il se relève avec le recul que l'on a sur l'utilisation des CAR-T-cells, est-ce qu'il y a moins de récidives à la suite ou est-ce que ça n'a pas d'impact par rapport à ça? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. De récidive par rapport à quoi? Au cancer. Est-ce que la cellule cancéreuse est éradiquée définitivement? Quand je parle de guérison, c'est guérison. Ah oui. Guérison, pour nous, c'est pas de récidive. Et alors pour les patients, les premiers patients, c'était 2017. Donc on est et aux États-Unis, voilà, il y a cette jeune fille qui avait une leucémie aiguë qui a été traitée en 2007. Donc on est à 20 ans. Est-ce qu'il y aura des rechutes à 20-25 ans? Dans le type de maladie que je traite, je ne pense pas du tout. Donc quand on parle de guérison, je pense que c'est vraiment 55% de patients guéris pour ce type de lymphome. Je ne suis pas rentré dans la finesse de tous les lymphomes, il y en a 82 différents. Mais pour la plupart, c'est vraiment de guérison qu'on parle. Non, ce n'est pas de la rémission, c'est de la guérison. Pierre, je crois. Vous avez répondu en partie, parce que c'est la question qu'a posée mon ami Rogotier, sur effectivement savoir si c'était lié aux cellules elles-mêmes, aux patients. Mais j'ai une autre question, parce que j'avais vu à un moment donné qu'on avait essayé de traiter le cancer du pancréas avec ce type de méthode. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce que là, j'en entends pas parler. Alors, oui, dans le pancréas, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Actuellement, il y a une très, très grosse augmentation de l'incidence du cancer du pancréas, qu'on n'explique pas forcément très bien. Il y a beaucoup de recherches, dont les CAR-T-cells, mais de façon générale, les CAR-T-cells en tumeur solide, il y a beaucoup d'échecs. Donc, à l'heure actuelle, il y a quelques essais qui sont prometteurs dans le glioblastome. Dans le cancer du pancréas, je n'ai pas entendu d'essais extrêmement prometteurs avec cette thérapeutique-là. Qu'il y ait des essais de phase précoce, ça c'est sûr et certain, mais les essais qu'on a vus positifs, c'est un peu vraiment cancer de la plèvre, et puis un peu de tumeur cérébrale. Mais voilà. Après, il y a d'autres types de thérapies cellulaires qui sont utilisées aussi, notamment par exemple qui n'ont pas ces récepteurs spécifiques, on n'utilise que des lymphocytes, mais vraiment des succès vraiment aussi exemplaires que ce qu'on peut voir dans les hémopathies et dans les lymphomes B, on n'a pas. Aussi pour une raison qui est importante à comprendre, c'est qu'en fait, cette cible qui est ciblée par l'épée, elle n'est pas propre au cancer. C'est-à-dire qu'on va détruire le cancer, mais on va aussi détruire les cellules normales qui portent cette cible. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour les lymphomes B, on va détruire le cancer, le lymphome B, mais on va détruire aussi tous les lymphocytes B normaux du patient. Ça, ce n'est pas trop grave parce qu'on utilise des anticorps, c'est-à-dire que les patients n'ont plus de lymphocytes B, donc ils ne peuvent plus faire d'anticorps eux-mêmes, mais on sait fabriquer à partir de donneurs des anticorps, et donc on les injecte toutes les semaines ou toutes les 3 semaines avec des anticorps, ils ne font pas d'infection. Dans les tumeurs solides, le problème, c'est que ces récepteurs sur les cellules cancéreuses, ils sont souvent portés aussi par des cellules normales dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire qu'on va cibler le cancer du poumon avec une cible qui reconnaît aussi les cellules normales du poumon. Et ça, le poumon normal, on ne peut pas s'en affranchir. Donc, c'est vraiment un enjeu qui rend beaucoup plus complexe cette thérapeutique dans les tumeurs solides, c'est qu'on ne trouve pas de cible vraiment spécifique, donc on fait trop de dégâts autour. On détruit le cancer, mais malheureusement, on détruit la personne autour.
Et ça, ce n'est pas possible. Recrudescence. Alors pour le glioblastome en particulier, je ne sais pas s'il y a une augmentation d'incidence. Peut-être, en tous les cas, pas spectaculaire comme on peut le voir dans le cancer du pancréas, qui pose vraiment là des questions actuellement vraiment importantes. Pour le glioblastome, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un gap énorme sur l'augmentation d'incidence, même si potentiellement il y a peut-être une augmentation de façon générale, linéaire, mais pas exponentielle comme on peut voir pour le cancer du pancréas. Envoyé aux États-Unis, mais il n'y a pas en France d'autres lieux où ces traitements peuvent être effectués. Alors donc là, c'est traitement effectué. Pour nous, le traitement effectué, c'est chez nous. Donc c'est le traitement fabriqué. La fabrication, c'est États-Unis, c'est Pays-Bas, c'est Allemagne. En France, donc, il y a eu une tentative par Novartis, notamment de production aux Ulysses, avec Cell4Cure, qui, bon, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais malheureusement, n'a pas pu se poursuivre. Et donc, ça a été abandonné. Mais il y avait des velléités, initialement, de produire en France ces cellules CAR-T. Non, alors, donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le point of care. Donc là, on n'est pas sur une fabrication de masse, on est sur quelque chose de vraiment ciblé, vraiment du travail où ce serait une production par semaine ou toutes les 2 semaines, donc qui ne répond pas du tout aux besoins, aux enjeux nationaux. Il y a d'autres plateformes qui existent en France. Il y a une plateforme à Montpellier, il y a une plateforme à Rouen, il y a une plateforme à Besançon, il y a une plateforme à Lille, il y a une plateforme notamment à Saint-Louis, à Paris, et puis il y a une plateforme à l'Institut Curie aussi qui se monte, et l'IGR aussi. Donc voilà, donc il y a une dizaine de plateformes avec des spécificités un peu différentes. Mais il n'y a pas qu'un appareil en France de ce type-là, fort heureusement. Mais trop peu, probablement, par rapport aux besoins. J'ai 2 questions en une. Les effets secondaires d'une injection à court ou à moyen terme, est-ce que ça donne un effet quand même indésirable quelque part? Et quel est le devenir de ces cellules une fois qu'elles sont injectées? Alors, 2 très bonnes questions. Je n'ai pas du tout parlé des effets secondaires, il y en a, ça c'est sûr et certain. Donc, il y a vraiment 2 effets secondaires principaux. En fait, ces lymphocytes, quand ils vont être réinjectés, ils vont aller détruire le cancer, et puis c'est des lymphocytes qui sont très, très activés, donc ils vont relarguer plein de choses qu'on appelle des interleukines. Donc, ce qu'on a souvent, c'est une très forte fièvre chez les patients, assez rapidement, quelques heures, quelques jours après l'injection. Ça reste souvent limité à de la fièvre, mais parfois ça peut ressembler à ce qu'on appelle un choc septique, comme quand on a une infection très très grave, baisse de tension, besoin d'oxygène. Donc là, les patients sont transférés en réanimation. C'était des effets secondaires qui étaient très handicapants au début, qui sont mieux contrôlés à l'heure actuelle. On a des nouveaux traitements qui sont mis en place. Les patients arrivent aussi dans des conditions qui sont bien meilleures, c'est-à-dire qu'on traite les patients beaucoup plus tôt dans l'histoire de la maladie. Avant, on traitait les patients en 6e, 7e rechute, donc les patients n'étaient pas du tout aussi en forme que maintenant, où ce traitement, on le fait dès la première rechute. Et il y a des essais maintenant pour essayer de voir si on ne peut pas le faire en première intention pour le traitement du lymphome de façon générale. Donc il y avait ce problème de température qui existe encore, mais qu'on jugule relativement bien. Et l'autre problème, c'est la neurotoxicité, dont on n'a pas bien compris le mécanisme, avec des patients qui ont du mal à écrire, du mal à parler, parfois qui font des crises d'épilepsie, mais qui est quasiment toujours réversible. Voilà. Donc ces effets secondaires, quand on parle de guérison, pour nous actuellement, la balance bénéfice-risque, comme on dit, c'est-à-dire le poids des effets secondaires par rapport au poids de l'opportunité thérapeutique, il est sans commune mesure. C'est-à-dire qu'il faut prendre le risque de ces effets secondaires pour pouvoir guérir les patients de ce traitement. Et puis comparé aux effets secondaires dont on a l'habitude sur nos chimiothérapies à forte dose ou sous nos greffes de moelle osseuse, voilà, je dirais, il y a des effets secondaires, mais qu'on arrive à manager en pratique courante. La question qui se pose vraiment, c'est, je vous ai parlé des maladies auto-immunes. On est avec des maladies où le pronostic vital, il n'est parfois pas en jeu. Et donc là, ça pose question de faire prendre des risques avec des effets secondaires chez des patients qui ont une maladie auto-immune qui ne met pas en péril leur vie. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour nous, c'est-à-dire que pour nous, l'enjeu, il est vital. Donc, on est prêt
à accepter ces effets secondaires. Et, ah oui, il y avait le devenir des cellules. Alors, le devenir des cellules, pour la plupart des carticelles, ils ont tendance à disparaître assez rapidement, souvent en quelques semaines, quelques mois. Mais il y a certains papiers qui sont rapportés où on retrouve quelques cellules carticelles 10 ans, 15 ans après, qui montrent qu'elles sont encore là. D'où un warning, hein, comme on dit, par les autorités de santé et l'obligation de surveiller pendant 15 ans les patients parce qu'on a vu apparaître aussi, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est des lymphomes, des cancers à partir de cette cellule qu'on a réinjectée. C'est-à-dire qu'on va traiter un lymphome B avec un lymphocyte T et 5 ans après, on va se retrouver avec un lymphome T de la cellule qu'on a réinjectée qui a été modifiée génétiquement. C'est complexe, mais il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. On a l'impression que là aussi, c'est un patient sur à peu près 10 000 ou 20 000. Donc voilà, par rapport au taux de guérison, c'est bien inférieur. J'avais deux questions, s'il vous plaît. C'était de connaître le montant, rappeler le montant global du projet Vinci et quelle était la date approximative du Go Live. Alors ça, je vais laisser Sophie répondre, qui connaît bien mieux que moi ça. En fait, entre l'acquisition du Prodigy et les travaux qui ont dû être faits au sein de la banque des tissus en termes de salle blanche, on a dit qu'il y avait des contraintes techniques extrêmement fortes. On était sur un budget avoisinant les 600 millions. Donc, c'est donc ce que globalement la Fondation a pu apporter grâce notamment au soutien de vos clubs. Ah. Tu avais une deuxième question? Alors, on est sur les renaplans là pour l'instant. Exactement, ouais. Et je pense qu'il va y avoir une étape où ce sera probablement une production de cellules non modifiées génétiquement pour après faire un upgrade sur des cellules modifiées génétiquement. Donc là, je pense horizon 2026-27, je pense à peu près. Il y a d'autres questions. Profitons-en. C'est ma femme. Cette fabuleuse innovation thérapeutique et une autre innovation de l'intelligence artificielle. Et je me demande si ces deux innovations se rencontrent déjà ou quand elles un jour seront rencontrées et comment. C'est des projets de recherche déjà. Alors, c'est une question, on est reparti pour 1 heure. Hein, je vais m'asseoir. Alors, il y a beaucoup de choses derrière le mot intelligence artificielle. Hein, c'est vraiment... donc, oui, par exemple, on pourrait dire qu'il y a rien que pour essayer de trouver, identifier ces patients avant de les réinjecter, lesquels vont répondre et lesquels ne vont pas répondre. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement basés sur ce qu'on appelle le machine learning, ça ou pas, mais essayer d'identifier avant par rapport sur les caractéristiques de la tumeur, les paramètres inflammatoires, comme je vous disais, l'âge du patient, le stade de la maladie, des caractéristiques moléculaires, et d'identifier par des algorithmes qu'on peut qualifier d'intelligence artificielle ces patients parce que, in fine, le but, ce serait d'utiliser autre chose ou de ne pas utiliser ces carticelles qui coûtent quand même 300 000 € l'unité quand c'est voué à l'échec. Or, pour l'instant, on a une petite idée quand même avant quand est-ce que ça va mieux marcher ou pas, mais pas de là à dire je vais prendre le risque de ne pas réinjecter ce patient, par exemple, parce que je suis sûr à 100% que ça ne va pas marcher. Je n'en suis pas du tout à ce degré de détail. Donc, une des grosses voies de développement actuellement de l'intelligence artificielle, c'est cette capacité prédictive de pouvoir identifier, par exemple, les patients qui vont répondre et les patients qui ne vont pas répondre pour éviter cette chimiothérapie, ce coût de 300 000 €, cette hospitalisation de 3 semaines, parce que c'est quand même une hospitalisation de 3 semaines. Enfin, voilà. Donc, c'est un des tout petits aspects, mais on pourrait parler 1 heure des autres aspects. Alors, je vous chip le micro, mais je voulais qu'on donne la parole à Claudie Perret. Enfin. Et je ne vous donnerai pas le... Claudie, oui, tu peux venir vers moi, vers nous. Je vais faire un petit témoignage.
moi, ce ne sera pas une question. Je vais simplement vous rappeler que dans mon vie, vous l'aurez rencontré 2 fois. En l'occurrence, ce soir, j'espère bien que ce sera la dernière. En tout cas, la première fois que je vous ai rencontré, c'était en novembre 2021. Vous n'en avez absolument aucun souvenir et je ne vous en voudrais pas. Moi, cet événement m'a forcément marqué, puisque c'est ce jour-là où le professeur Bachy nous a appris qu'Olivier avait un lymphome de type B diffus grande cellule. Donc j'ai retenu cette chose qui m'a marquée. Et ensuite, j'ai retenu une seconde chose. Je n'ai retenu finalement que 2 choses. La deuxième chose, c'est que vous lui avez dit, dans 6 mois, on peut vous remettre d'aplomb. Donc j'ai retenu ces 2 choses qui nous ont permis déjà, premièrement, de poser un pronostic, enfin pas un pronostic, mais je pensais que je faisais une dépression, tout simplement. Et en fait, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il puisse être malade. Donc déjà, poser un diagnostic. Voilà, je cherchais le terme. La deuxième chose, c'est de donner de l'espoir. Alors, vous n'êtes pas là pour en donner. Je pense qu'effectivement, vous êtes là pour... vous êtes un professeur, donc vous n'êtes pas là pour donner de l'espoir ou pas en donner. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Et finalement, je voulais remercier le professeur, bien entendu, parce qu'il faut des gens comme vous pour nous apporter cette science. Et il faut également aussi des fondations comme la IHCL avec Madame Mérigot. Il faut aussi, bien entendu, des financements. Alors, j'ai compris que les financements, il en faut toujours encore. Et que malheureusement, c'est très très cher. Le protocole d'Olivier a coûté une fortune, et j'en ai conscience. Mais en tout cas, voilà, ce lymphome de type B, diffus grande cellule, il y a des solutions aujourd'hui. Je sais que rien n'est acquis. Vous voyez mon mari plus souvent que moi, donc j'espère qu'un jour ou l'autre, vous ne le verrez plus, et moi non plus d'ailleurs. En tout cas, je voulais vraiment remercier le Global Grant, c'est ça, parce qu'effectivement, je ne pensais pas rencontrer à nouveau le professeur Bachy dans cette situation. Et vous avez redonné de l'espoir à ma famille, et je vous en remercie vivement. Et vous avez donné de l'espoir surtout à mon mari et à mes 3 filles, qui aujourd'hui parlent souvent du professeur Bachy. Tu veux le professeur Bachy? Oui. Donc, merci à vous, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, c'est vu il y a longtemps. En plus, c'était la période des masques, donc pour la physionomie, c'était pas évident. Alors, fort heureusement aussi, on a parlé des traitements de rattrapage, mais il faut dire que les lymphomes B diffus à grande cellule, fort heureusement, ils sont guéris dans près de 75 à 80% du premier coup grâce à la chimiothérapie classique. Là, on parle des outils de nouvelle génération et des solutions quand la maladie revient. Mais il y a aussi, fort heureusement, un très gros pourcentage de patients qui sont guéris avec les thérapeutiques usuelles, je dirais, avec leur lot de toxicité, bien évidemment. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de progrès qui ont été faits par le passé et qui permettent d'obtenir dès le premier coup des résultats qui sont spectaculaires. Et il en est la preuve vivante. Et j'ai le plaisir à le voir régulièrement pour m'assurer que tout va bien, effectivement. Et puis, on essaye d'entretenir effectivement cet espoir adapté. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait lors des premières consultations, c'est-à-dire qu'il faut générer de l'espoir et il faut en même temps qu'on reste prudent et on est obligé de véhiculer un peu ce double discours avec « on va y arriver », mais si on n'y arrive pas, on aura des solutions et l'évoquer dès le début pour pas que ce soit non plus la chute cataclysmique si la maladie revient, puisque comme on l'a vu ce soir, on a d'autres solutions. Et je pense que c'est important, en tous les cas, moi, c'est ce que je fais régulièrement avec mes patients, c'est dès le début dire il y a un plan B. Si ça ne marche pas, il y a un plan B. Alors, il y en a certains, ils retiennent que s'il y a un plan B, ça veut dire que potentiellement le plan A, il ne va pas marcher. Mais voilà, je pense que c'est important de se dire le plan A, il y a de fortes chances qu'il marche. Et si le plan A ne marche pas, et maintenant, il y a quand même des plans B qui sont très bien. Et je ne vous ai pas parlé des plans C, mais il y a des plans C. Merci beaucoup. On va respecter le timing et l'heure rotarienne. Je voudrais juste demander à Michel, Bernard de me rejoindre. Voilà. Sophie Mérigot, si je vous coupe dans votre dessert, mais c'est pour des bonnes choses. Voilà. Je voudrais, Bernard, que, en fait, avant de démarrer, on va faire une photo, remettre le fanion du club à Sophie, et Michel va remettre le fanion du club au professeur Bachy. Donc voilà, mettez-vous comme ça. Peut-être là-bas, Michel, si tu veux bien. Voilà.
Alors, je vais vous laisser le faire. Les présidents ne sont pas obligés d'être toujours sur la photo. Alors, serrez-vous. Voilà. Caro, tu peux venir. Voilà. Faites-le de manière complètement. Voilà. Bien en face. Voilà, profitez-en. On va venir. Hein, je vais me mettre à côté de vous. Je ne louperai pas l'occasion d'être à côté de vous. Voilà. Je demandais à mon ami Marc de me rejoindre. On va refaire une photo, peut-être avec les Fagnon, si vous voulez, avec nous. Voilà, ne bougez pas. Oui, allons encore. Ne bougez pas. Bien, au nom du club, de Rotary Lyon Porte des Alpes, au nom de tous nos membres et surtout de toute l'équipe qui a œuvré, au nom du club de Milano Sambabila, de nos chers amis rotariens allemands et de nos chers amis suisses, qu'on remercie encore de leur présence, ouais, officiellement, que Frédéric, voilà, tu vas nous le remettre vers Marc. Marc, j'aimerais que Marc le remette officiellement. Voilà, je vous rejoins pour la photo. Voilà, un chèque de 100 000 € au nom de notre club. Partagé avec nos clubs parrains, suisse, allemand et italien. Et Madame Gaillet, tu nous suis en vidéo? Tu nous suis? Tu es toujours là? Oui. Bien. Alors, une autre photo. Alors, je voudrais que tu sois sur la photo, Marc, avec ton épouse, parce que voilà, vous aurez l'occasion d'être sur la photo. Vous êtes présent et c'est tout à fait normal. Odile. Pas donné de sous à la société. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ok. Pas de souci, pas de souci. Avec plaisir. Ça sortira dans le journal du Rotary Suisse. Voilà, donc officiellement, vous avez ce genre. Alors, celui-ci, pour l'encaisser, j'ai une technique, hein, je vous expliquerai comment faire. Mais On donne à tout le monde déjà. Voilà Sophie, parce que si jamais je ne le donne pas maintenant. Ça, c'est le vrai. Je veux bien une photo avec le vrai. Alors, si vous voulez, on peut faire une photo avec le vrai. Mais voilà, il est bien à l'intérieur. Hein. Oui, il est à l'intérieur. Et je voulais en profiter encore une fois pour remercier Marc. Vraiment, d'abord, pour deux raisons. D'abord, tu es mon vice-président et j'ai eu l'honneur d'être ton président élu. Et je suis très content aussi que le relais soit passé l'année prochaine. Je ne vous promets pas un nouveau Global Grant. Charge à Frédéric, mais en tout cas, merci pour toutes ces présentations. Et je pense que la soirée était ponctuée par ce témoignage qui m'a particulièrement touché de Claudie. Elle y tenait. Merci Claudie. Merci pour ce témoignage. Et surtout, Olivier, on est très, très, très heureux de te voir en pleine forme. Un petit mot? Allez-y. Moi, juste un mot. Merci, merci, merci. Merci aux trois clubs. Merci à la Fondation internationale. Et merci à l'équipe de choc de ce Rotary qui a vraiment mené ce projet, mais avec une énergie incroyable. Et franchement, c'était top. Bon, on peut recommencer. Moi, j'ai du plaisir à travailler. Non, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais bref, sincèrement, vraiment, c'est un magnifique projet. Vous avez compris que c'était le début d'une histoire. Donc, vous êtes des pionniers, en fait. Donc, bravo et merci. Merci beaucoup. Et Marc, tu es parti trop tôt. On voudrait aussi te remettre le fagnon du club. Donc, il faudrait que tu reviennes de nouveau pour la photo, pour le fagnon. Ça, on aura partagé le fagnon pour tout le monde. Pierre, est-ce que tu veux bien remettre le fagnon à Marc officiellement? Ah oui. Voilà, je te laisse. Marc, tu peux te joindre à nous avec plaisir. Hein. Ah.
Et vous l'aviez déjà. Alors, on peut tous y aller, hein, allez-y, on va tous se mettre sur la photo. Alors, on va les... Ils sont beaux comme tout. Là. Ils sont beaux comme tout. Ah. Bon, Allez. merci beaucoup. Marc, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, donc, tu voulais rajouter quelque chose. Merci encore, merci et merci. C'est effectivement pour ce dossier. On est ravis en fait d'aider effectivement les professeurs et effectivement sauver des vies tous les jours. Et le Rotary, je rappelle encore une fois, c'est très important, le Global Grand et notre action internationale. Et je rappelle aussi que la polio a été éradiquée quasiment partout dans le monde grâce au Rotary. Donc, c'est aussi encore une belle action. Et on a des actions locales, mais n'hésitez pas effectivement à parler autour de vous et de nous rejoindre. Le 27 mai. Et grazie Milano. De nous rejoindre le 27 mai. Et nous rejoindre le 27 mai parce qu'on a un bon concert et on a les Pink Floyd qui seront à Saint-Priest. et ça arrive une seule fois dans votre vie. Est-ce que tu peux dire au revoir à nos amis italiens? Ciao Emmanuel et un grand merci pour votre participation. On est ravis toujours d'être avec vous et toujours bien accueillis. Et ciao à l'Italie. Ciao. Forza Italia. Bravo, merci. Merci. Ci rivediamo Laurent, un'altra merci volta. Frédéric Ciao. et Marc. Au revoir. Ciao, ciao. Je préfère parler italien parce que Marc, l'italien, il ne maîtrise pas trop.